en Colombie, à Bogota, voici le plus beau panorama sur la capitale colombienne. On culmine à 3200 mètres en haut du Montserrat. En bas se trouve donc Bogota, qui elle culmine à 2600 mètres. 8 millions d'habitants vivent ici, dont des dizaines de Bretons. On en a rencontré quelques-uns, mais aussi ailleurs en Colombie sur notre parcours qui nous mènera dans la région du café, à Salento notamment, Medellín et Carthagène, notre point final. Bogota est donc notre point de départ. Entourée de montagnes, ramification de la cordillère des Andes, la capitale de ce pays de 47 millions d'habitants est aujourd'hui très étendue. Mais c'est ici, très exactement, sur cette petite place que la cité est née, fondée en 1538 par les conquistadors espagnols. Elle s'appelait alors Santa Fe de Bogota. Aujourd'hui, ce cœur historique appartient au quartier animé de la Candelaria. Réputé pour ses églises baroques, ses maisons coloniales colorées et son musée de l'or, avec ses 34 000 pièces d'orfèvrerie et ses 20 000 autres issues des cultures précolombiennes. Enfin, la Candelaria est aussi connue pour ses graffitis, ou plutôt ces fresques murales que l'on retrouve aussi à l'entrée de la ville. Cette nouvelle forme d'art s'est répandue ces dernières années. Elle dénonce la corruption, l'intolérance, la répression et rappelle souvent des faits sanglants d'un passé pas si lointain, lorsque guérilla, groupes paramilitaires et cartels de la drogue faisaient la loi. Voici par exemple un portrait de Jaime Garzón, en hommage à cet avocat, journaliste et humoriste pacifiste très populaire, assassiné en 1999. Ailleurs, on peut lire le nombre des déplacés depuis l'apparition du conflit armé dans les années 50. Conflit qui aurait fait entre 250 et 500 000 morts. Et là, c'est un autre épisode de violence qui est dépeint et que nous explique Nicolas, un jeune peintre muraliste franco-colombien. L'œuvre qui est derrière nous s'appelle El Platanal. Et donc c'est une œuvre qui a été créée en collaboration avec le Centre de mémoire et de réconciliation. Donc ce centre essaye de travailler avec des réfugiés, de la violence politique et sociale en Colombie. Et donc ce centre voulait créer un mural, peinture murale qui soit en relation avec une période de violence pendant l'histoire du dernier siècle en Colombie. Donc nous avons décidé de travailler la massacre de las Plataneras. Donc cette massacre a eu lieu pendant les années 30, a été provoquée par une compagnie américaine, la United Fruit Company, en collaboration avec l'armée colombienne. Donc il y avait une grève de travailleurs et l'armée a assassiné plus d'une centaine de personnes. Et donc nous avons fait cette peinture pour faire un hommage à la mémoire de ces personnes qui ont été assassinées. Donc cet épisode est aussi décrit dans le livre 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez. Et ça a été fait par une équipe de 7 personnes, le Mal Crew, qui est l'équipe à laquelle j'appartiens. Gabriel García Márquez, le nom est lâché. Le prix Nobel de littérature 1982, décédé le 17 avril 2014, reste une icône incontournable. Presque au même titre que Simón Bolívar, dont la statue orne la principale place de Bogota qui porte son nom. Surnommé le Libertador, il incarne la victoire sur l'Espagne et l'indépendance du pays en 1819. En référence à Christophe Colomb, c'est lui qui donne le nom de Grande Colombie à ce qui était alors la Nouvelle-Grenade et que forment aujourd'hui le Venezuela, l'Équateur et la Colombie actuelle. Mais cette union n'exista que 11 ans et se morcela dès la mort du héros en 1830. Nous avons justement rendez-vous avec 2 représentants, à leur façon, de ce que fut cette Grande Colombie. 2 Bretons qui couvrent la région andine pour leurs employeurs respectifs. Ils nous ont conviés chez Madame Marie, l'un des rares endroits de Bogota où l'on mange des crêpes au blé noir. Bonjour. 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 Bon, Christophe alors ? Enchanté. Enchanté. Et Romain ? Enchanté. Bon, nos 2 premiers Bretons de Bogota. Bogota, ouais. Bon, vous allez nous raconter ça ? Bienvenue à Bogota. Ouais. Alors moi je suis représentant pour la région andine d'un groupe breton, d'origine bretonne, un petit peu comme moi je suis d'origine bretonne
Je suis né dans le sud, mais je suis d'origine bretonne. C'est un groupe, le groupe Diana, donc spécialisé dans l'agroalimentaire, tout ce qui est ingrédients pour l'agroalimentaire. Et je suis arrivé donc il y a 10 ans en Colombie, à Bogota, pour ouvrir le marché andin, développer les ventes. On avait déjà des implantations en Colombie, en Amérique latine, pardon, au Mexique, au Brésil et en Argentine. Et la zone andine avait un fort potentiel, mais on devait le développer au niveau commercial. Le groupe auquel j'appartiens est le groupe LT, qui est basé au Mexique, qui est une équipe de 35 personnes qui a été créée par un entrepreneur breton il y a une quinzaine d'années. On travaille sur le marché colombien et la zone andine depuis environ 8 ans. Moi, je suis arrivé ici il y a 1 an pour coordonner nos activités. Et c'est vrai que les principales activités du groupe sont sur les activités agroalimentaires, où on a des représentations directes de sociétés, donc allant de la nutrition au process et à la production aussi dans le secteur agri-agrobusiness. Et on a une activité conseil, effectivement, où on est les relais de Bretagne Commerce International en Colombie. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs bretons ? Il y a un gros intérêt sur la Colombie. C'est un pays qui est en croissance, c'est un pays qui est plutôt stable, on va dire, au niveau régional. Si on compare avec le Venezuela ou d'autres pays, c'est un pays qui a une très forte population jeune. Le dynamisme est là, on le voit dans les rues, il y a beaucoup de jeunes, donc beaucoup de besoins. Et donc du coup, les entreprises bretonnes ici ont leur place justement pour apporter du conseil, pour apporter des produits qu'on ne trouve pas, notamment dans l'agro, où la Bretagne est très très importante, une expertise. C'est un pays qui a connu un déficit d'image pendant plusieurs années, mais qui maintenant est vraiment des plus dynamiques de la zone avec le Pérou. Une croissance de 4 à 5% par an, et le secteur agroalimentaire notamment, qui a une croissance de 10% par an, donc il y a énormément de choses à faire. Et l'expertise bretonne, française, est évidemment bienvenue ici en Colombie. La France est ici le premier employeur étranger, notamment car le groupe leader en grande et moyenne surface est le groupe Casino, avec la chaîne Exito. Donc les entreprises françaises qui sont présentes, les grandes entreprises françaises, Renault, Saint-Gobain, Sanofi sont présentes ici, sont leaders, mais ce qui manque, c'est toujours le problème que la France à l'export, c'est souvent la PME. La PME française n'est pas présente, donc c'est vrai que nous on travaille beaucoup sur ces dossiers, justement de renforcer la présence des PME françaises dans plusieurs secteurs ici en Colombie et sur la zone andine. Voilà. Ciao Kenavo. Kenavo, à bientôt. Ciao. Et ça tombe bien. Notre prochain rendez-vous est justement avec une petite PME bretonne qui mérite d'être connue. Pour cela, nous devons traverser la ville pour nous rendre dans le nord. Ce qui frappe lors de ce trajet, ce sont tous ces taxis jaunes que nous croisons, un peu comme à New York, mais aussi ces rues numérotées à l'américaine qui se croisent à la perpendiculaire. L'influence nord-américaine est forte ici. Et elle est revendiquée, puisque les Colombiens eux-mêmes disent de leur pays qu'il est l'arrière-cour des États-Unis. Pas d'American Dream pour la jeune rennaise que nous rencontrons à présent. Elle a opté pour le rêve colombien. Marion dirige depuis 6 ans une agence de traduction. Je suis née en Bretagne, donc il y a 28 ans. J'ai fait toutes mes études à Rennes. Et puis je suis rentrée donc à la fac à Rennes 2 en langues étrangères appliquées. Et là, dans le cadre des stages obligatoires qu'on devait faire, ma mère m'a forcée à partir en Amérique latine parce que je ne parlais pas du tout espagnol. Mais au bout d'un mois, voilà, tout s'est déclenché. Et puis voilà, j'ai su très rapidement que je vivrais par ici. C'était il y a 10 ans, donc j'ai commencé par le Mexique. Ensuite, j'ai travaillé au Panama, à l'Alliance française du Panama. Ensuite, j'ai travaillé dans une autre agence de traduction au Guatemala. Et puis, mon stage de Master 2, je l'ai fait ici à Bogota. Donc, pourquoi la Colombie ? Tout simplement parce que j'ai rencontré un Colombien à Rennes. Et voilà, me voilà. C'était il y a 7 ans. Et à l'issue de ce stage, on se demandait un petit peu ce qu'on allait faire tous les deux, professionnellement parlant. Et donc, il m'a un peu poussée à créer cette agence. Moi, je ne voulais pas parce que je me trouvais trop jeune et inexpérimentée pour me lancer dans une aventure pareille. Et puis, voilà, il a réussi à me convaincre, on a ouvert l'agence. Très rapidement, on a fait venir un stagiaire de Rennes 2, puis un deuxième. Et puis, j'ai appelé tous mes amis au fur et à mesure de ma promotion de Master 2. Et c'est le cas notamment de Laura, une jeune Bretonne ravie de son stage. Ça me plaît beaucoup. Je me plais vraiment bien ici, j'aime beaucoup le rythme de vie. Les gens sont vraiment super aimables, super agréables. Ils nous aident sans aucun souci. Et puis,
Non, vraiment tout se passe très bien au niveau du stage, au niveau de la vie ici, c'est vraiment bien. Bon, c'est un atout d'être étranger finalement ici. L'avantage, c'est qu'on nous fait confiance pour tout. C'est-à-dire que cette agence-là, en France, non, ça aurait été trop difficile. Les clients qu'on a ici, on ne les aurait jamais eu en France. La confiance qu'on nous a donnée ici, parce que moi j'avais 22 ans, 23 ans quand on a monté l'agence. En France, à une petite entrepreneuse de 23 ans, voilà, il n'y a pas grand monde qui m'aurait fait confiance. Ici, le fait d'être étrangère, d'avoir mon diplôme évidemment quand même, a fait que toutes les portes s'ouvraient. En même temps, je suis allée à l'université pour dire moi je sais faire ça, ça, ça. Est-ce que ça vous intéresserait dans le cadre de la spécialisation traduction ? Est-ce que je peux donner des cours ? Ah mais oui, mais tous les cours que tu veux. Tu commences au prochain semestre. Voilà. Du coup, je donne des cours en informatique, technique de documentation et puis logiciel spécialisé en traduction. Professeure, traductrice, Marion est aussi musicienne. Sa spécialité, l'accordéon diatonique. On quitte Bogota pour la région du café, classée depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut dire que la Colombie est indissociable de son café, un arabica connu pour être le plus doux du monde. Le pays en est le 3e producteur mondial, après le Brésil, et le Vietnam et son Robusta. Gustavo nous accueille sur sa plantation de 23 hectares, dont 12 dédiés au café. Dominée par cette finca, une charmante ferme de style colonial, peinte d'un rouge qui rappelle la couleur des précieuses graines. Il y a 27 ans, nous avons racheté cette exploitation avec mon père et nous avons décidé de nous lancer dans la production de café. Dans le département du Quindío où nous sommes, les exploitations de café sont devenues peu à peu touristiques. Nous en avons donc profité, nous aussi. Nous avons rénové cette maison vieille de 90 ans afin d'y héberger des touristes. La culture du café nous sert aussi à attirer les touristes et à leur faire découvrir comment se produit le café en Colombie. Et les touristes sont de plus en plus nombreux à venir le voir, comme cette Bretonne qui ne regrette pas son voyage en Colombie. Première fois et on est agréablement surpris parce qu'on avait peur de tout ce qui était FARC, etc., l'insécurité. Et en fait, pas du tout et on est ravis et on va le faire découvrir à d'autres amis. Oui, vous aviez cette appréhension-là, Complètement, même avant de partir, on nous disait « mais Colombie, mais pourquoi vous êtes là-bas ? Il n'y a rien à voir ». Et nous, on était surpris, donc on s'est renseignés. Et puis là, vraiment, la nature, plein de cultures, une richesse extraordinaire. Et c'est ce que l'on constate effectivement lorsqu'on parcourt les jolies routes de cette région à la végétation luxuriante. Certes, les militaires restent toujours présents dans cette zone jadis occupée par les FARC, qui célèbrent leurs 50 ans cette année. La guérilla marxiste est bien affaiblie aujourd'hui après la politique dite de sécurité démocratique menée par Álvaro Uribe dans les années 2000. Mais ici, on s'attarde surtout sur les paysages verdoyants, à parcourir si possible à cheval, en particulier pour visiter la vallée de Cocora. Fameuse pour ses collines parsemées de palmiers de cire, emblème national depuis 1985, et de cours d'eau. Voici le Rio Quindío, qui, si on le suit, mène directement à Salento, petit village pittoresque et coloré, avec sa place centrale animée, ses plats de truite, spécialité de la région, et ses musiciens guitaristes. On quitte Salento et la région du café. Direction à présent le nord du pays. Premier arrêt, Medellín, la sulfureuse. Aujourd'hui à Sagi, le cartel n'existe plus. On reste quand même prudent ici, dans cette ville de plus de 3 millions d'habitants.
Fief du narcotrafiquant Pablo Escobar et de l'artiste Fernando Botero, dont les statues voluptueuses ornent la place à son nom, Medellín est avant tout le principal centre financier et industriel du pays. À la pointe dans l'industrie textile, la ville est aussi la seule en Colombie à disposer d'un métro, moderne et sûr de surcroît. C'est dans une grande tour sécurisée que nous rencontrons notre prochain breton. Bonjour Benjamin. Bonjour, entrez. Harry, enchanté. Bienvenue à Medellín. Benjamin, un Rennais de 31 ans qui vit depuis 4 ans en Colombie. J'ai étudié à Nantes, j'étudie le tourisme. Et donc j'ai voyagé avec un groupe d'amis. On avait une association qui s'appelait Trace, qui a pour objectif la rencontre et l'échange culturel. Donc on avait monté une petite pièce de théâtre de rue. On est parti au Pérou, donc c'était en 2005. Et on a présenté la pièce dans des villages et on est allé à la rencontre des Péruviens. C'était une très bonne expérience. On était parti pour 2 mois. J'ai rencontré un Péruvien qui m'a proposé de rester travailler avec lui, qui avait une agence de voyage. Voilà, après j'ai commencé à faire le guide pour des Français au Pérou, en Bolivie. Et en 2010, j'ai eu l'opportunité de venir en Colombie. C'était un pays que je connaissais déjà, où j'avais eu l'occasion de venir plusieurs fois et que j'appréciais beaucoup. Et donc je suis venu pour ouvrir la succursale d'une agence péruvienne. Donc aujourd'hui, je continue à recevoir les Français qui viennent visiter la Colombie et en plus, je vais vendre des voyages pour les Colombiens qui vont aller visiter des pays d'Europe et d'Amérique latine également. J'ai rencontré Laura sur la côte et pendant que je travaillais, elle était en vacances et on vivait tous les deux à Bogota, donc on a eu l'occasion de se retrouver à Bogota. Et au bout de 2 ans et demi à Bogota, on avait envie de changer d'air, donc on est venu s'installer ici à Medellín. C'est le même climat toute l'année, on l'appelle la ville de l'éternel printemps. On dit qu'à Medellín, les premiers arrivants espagnols étaient d'origine basque. Moi je suis breton, mais je pense qu'on a aussi beaucoup de points communs avec les Basques et donc avec les Païsas aujourd'hui. Je me sens très intégré dans cette population. Et les gens sont vraiment très sociables, communicatifs. Et ils ont envie de partager cette nouvelle époque, ce renouveau un petit peu. Et on le ressent vraiment dans tous les moments de la vie quotidienne. Donc c'est une ville où il fait bon vivre et c'est surtout une ville où il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour améliorer les choses. Et elle a été élue l'année dernière la ville la plus innovante du monde. On laisse Medellín pour remonter encore plus vers le nord, vers les tropiques. Sur la route, la faune et la flore se modifient et la température augmente à mesure que l'on approche de la mer des Caraïbes et de sa perle, Carthagène des Indes, au nom enchanteur. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dès 1984, la ville reste la plus visitée du pays, avec 1 500 000 touristes par an. La plupart se rendent ici, dans la plus grande forteresse construite par les colons espagnols en Amérique. Dans ce moment, on est dans la forteresse la plus visitée de toute Sud-Amérique. Ça s'appelle la forteresse de San Felipe de Barajas. Cette forteresse a été bâtie parmi 1657 et 1769. Cette forteresse a été bâtie par un total de 20 000 personnes, en incluant des esclaves africains, des Indiens et des Espagnols. Ils ont travaillé durement pour toutes les bâtir. Cette forteresse a été attaquée 2 fois. En 1697 par un groupe grand de Français, un total de 3 000 hommes commandés par les barons de Pointy, Jean-Bernard et Jean. Ils sont entrés à la ville parce que dans ces fois, la ville n'était pas bien protégée et défendue par des Espagnols. En 1741, un groupe grand d'Anglais, un total de 26 000 hommes qui sont venus sur 186 bateaux de guerre, ont entré à la ville. Ils sont entrés à la ville et ils ont essayé de prendre la forteresse militaire, mais ils ont été bien chanceux parce que la plupart d'eux sont tombés malades des maladies tropicales d'ici. Le commandant de la flottille anglaise a été Edward Vernon, lui a tombé malade aussi. Et avant de commencer et de continuer à attaquer la ville de Carthagène, ils ont décidé de quitter la ville pour éviter de tomber malade.
Comme près de 70% du million de Carthaginois, notre guide Sergio est descendant d'esclaves lorsqu'existait au XVIIe siècle ce terrible commerce triangulaire. Centre de traite des esclaves, Carthagène fut aussi un centre actif de transit de l'or issu des pillages des empires aztèques et incas, et des émeraudes dont la Colombie demeure aujourd'hui le plus important producteur mondial. 60% des célèbres pierres vertes que l'on trouve sur la planète viennent d'ici. Pour rapatrier toutes ces richesses vers l'Espagne, il fallut un port, et ce fut le conquistador Pedro de Heredia qui s'y attela, fondant la cité en 1533. Sa statue se trouve dans la vieille ville, juste à côté des murailles et des calèches qui attendent les touristes. Le soir, ce sont les chivas qui les embarquent. Ces bus traditionnels colombiens reconvertis en bar mobile avec alcool et musique à bord. On comprend que les touristes ne se lassent pas de Carthagène, car il fait bon flâner ici, dans ces ruelles romantiques, aux façades ocre et jaunes, parmi ces églises dorées et sur ces places ombragées. Il ne faut pas non plus manquer de goûter à la cuisine locale, riche en saveurs et en couleurs, sans oublier le fameux tutti frutti, un jus de fruits exotiques mélangés, devenu quasiment boisson nationale. Enfin, pour encore mieux se rafraîchir, car il fait très chaud ici, il y a bien sûr la mer. Pour cela, direction la nouvelle ville, Boca Grande, où les plages sont nombreuses, mais les bâtiments aussi. C'est dans un immeuble bordant la mer qu'habite Jean-Marie, notre dernier breton. Ce passionné de pêche et de voyage nous a donné rendez-vous chez lui. Je suis breton, né à Vannes, et j'ai passé une partie de mon enfance dans les Côtes d'Armor sur l'Oudéac. Après, je suis parti en pension sur Vannes, chez les Jésuites, à Saint-François-Xavier. Puis nous avons habité plus sur le golfe du Morbihan. Pour les études, j'ai dû partir sur Nantes, puis sur Paris. Puis après, j'ai travaillé dans l'événementiel. Nous organisions des salons dans la pêche sportive un peu partout en France. Et le principal était le salon des pêches en mer de Nantes, associé au salon des bateaux du pêcheur plaisancier qui avait aussi lieu à Nantes. Et en 2008, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai profité de ne plus travailler pour partir en voyage en Amérique du Sud. Et mon voyage a duré 2 ans. J'ai commencé à Cuba, puis Argentine, Chili. Et j'ai remonté toute l'Amérique du Sud en bus, en routard. Tout seul. Et je suis arrivé en Colombie et je suis tombé amoureux d'abord du pays, puis de ma femme. Il a donc décidé de s'installer et s'est lancé dans le tourisme. Un bon filon, décidément, dans ce pays en pleine mutation. L'évolution du tourisme, on est plus sur du 7%, 8% par an. Avant 2002, c'était la pleine époque de la violence, donc le tourisme, il n'y en avait pas. Donc il est normal qu'il y ait un effet de rattrapage et que le tourisme augmente plus vite que le PIB. Et c'est un pays sympa qui a 2 façades, Pacifique et Caraïbes, et qui est plus sûr maintenant que la plupart de ses voisins. Le Venezuela, qui était une destination forte, est devenu un pays vraiment dangereux. J'ai eu l'occasion d'y aller et de le vérifier par moi-même. Et l'Équateur n'est plus aussi sûr qu'avant. Le projet que nous réalisons actuellement, c'est la construction d'un hôtel au sud de Carthagène, dans un petit village de pêcheurs, un tout petit village de 4000 personnes, qui est la carte postale, le sable blanc, les arbres verts, la mer turquoise, et un archipel en face dans lequel on peut plonger et profiter de la biodiversité exceptionnelle des mers Caraïbes. Et le but du projet, c'est de le faire en collaboration, alors c'est une entreprise commerciale bien entendu, mais de le faire en collaboration avec les pêcheurs pour leur apporter un supplément de revenus, faire du gagnant-gagnant. Et ils vont collaborer avec nous pour que nous puissions accueillir le plus de touristes possible et de touristes étrangers possible dans les meilleures conditions. On quitte Jean-Marie pour découvrir cet archipel paradisiaque dont il nous a parlé, les îles du Rosaire. 1 heure de bateau rapide et à l'arrivée, des eaux cristallines et du sable blanc.
il avait raison. Voilà, ainsi se termine ce breton d'ailleurs en Colombie. On se quitte à 1 heure de Carthagène, les pieds dans l'eau, sur Isla Grande. C'est la plus grande des 27 îles de l'archipel du Rosaire. Et ça tombe bien puisque le mois prochain, nous irons sur la plus grande des îles des Caraïbes, Cuba. Hasta luego!